Bonjour à tous, donc je suis Eugénie Thérault, doctorante en 3e année au laboratoire Sondra donc de Centrale Supélec, et je suis encadrée par Jean-Philippe Auvarlet donc de l'ONERA et du Sondra, de Frédéric Pascal de Centrale Supélec donc du laboratoire du L2S, et c'est une thèse donc qui est cofinancée par la DGA et Centrale Supélec, et donc je vais vous parler de la théorie des matrices aléatoires appliquée à l'imagerie hyperspectrale. Alors tout d'abord, je vais vous présenter un peu ce qu'est une image hyperspectrale. Donc l'imagerie hyperspectrale, en fait, c'est un type d'imagerie où l'on va regarder une scène sous différentes longueurs d'onde. Donc en général, c'est des longueurs d'onde visibles proches infrarouges. Donc finalement, on peut considérer une image hyperspectrale comme un cube de données où on va avoir un certain nombre de pixels, donc noté grand N. En général, ce nombre de pixels est assez grand. Et un certain nombre de longueurs d'onde ou de bandes spectrales notées petit m. Et donc, on va regarder pour chaque pixel la réponse en réflectance dans les différentes longueurs d'onde de notre scène. Alors, sur une image hyperspectrale, on peut avoir différents types de pixels. Donc, on a des pixels qui sont dits purs. Alors ça, ce sont des pixels sur lesquels, en fait, on va avoir un seul type de matériau. Donc là, par exemple, ce serait le cas de ce pixel-là pour lequel on n'a que le matériau de type sol. On peut également avoir des pixels qui sont dits mélangés. Alors là, c'est le cas, par exemple, quand l'appareil imageur n'a pas une résolution assez grande. Et donc, par exemple, on pourrait très bien avoir sur un pixel deux types de matériaux différents, comme par exemple à la fois des arbres et puis de l'eau. Alors c'est une définition assez subjective parce que évidemment selon notre image hyperspectrale on peut très bien dire qu'un arbre est un type de matériau alors que sur d'autres images on pourrait dire finalement les feuilles ça va être un premier type de matériau puis le tronc ça va être un autre type de matériau. Donc pour clarifier un peu tout ça, ce que je vais appeler en fait matériaux ou donc en imagerie hyperspectrale on parle d'endmembers. Donc ce que je vais appeler endmembers, ça va être les spectres les plus énergétiques de notre image hyperspectrale. C'est-à-dire en fait c'est ce qui va sortir du lot par rapport au bruit. Donc les hypothèses plus particulières prises en compte pour cette thèse, c'est qu'on a un nombre d'endmembers ou de matériaux qui est supposé inconnu, et notre fond de l'image en fait est un bruit aléatoire additif, hétérogène et non gaussien. Et on considère également qu'on n'a pas à disponibilité de librairie spectrale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dictionnaire qui va nous dire sur notre image hyperspectrale on a tel et tel matériau de telle réponse spectrale. Donc en général, ce qu'on peut faire sur une image hyperspectrale, c'est évidemment estimer donc le nombre d'endmembers. On peut aussi faire résoudre des problèmes de détection ou d'estimation de sources, détecter des anomalies, détecter des changements entre différentes images hyperspectrales. Et le problème de démélange, donc là c'est quand on a des pixels qui sont mélangés, donc je rappelle que ça veut dire qu'il y a différents types de matériaux sur un même pixel, et bien savoir quel matériau on a sur quel pixel et en quelle proportion. Et donc le problème considéré pour cette thèse, c'est estimer le nombre d'endmembers et estimer leur spectre, c'est-à-dire leur réponse dans les différentes longueurs d'onde. Donc c'est un problème assez général et compliqué parce qu'on n'a aucun a priori sur notre image hyperspectrale. Donc en ce qui concerne le modèle mathématique que l'on choisit, donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va prendre nos données de notre image hyperspectrale et on va les ranger dans une matrice donc Y, c'est-à-dire qu'en fait la matrice Y par colonne va contenir les réponses en spectre des différents pixels. Et donc cette matrice se divise en deux parties, une partie signal ici MS et une partie bruit. Alors la partie bruit, elle est choisie, je l'ai modélisée de type CES, donc c'est un peu une généralisation du cas gaussien. Donc elle se divise en trois matrices. Donc on a d'abord ici une matrice de bruit blanc gaussien, T, donc une matrice de texture aléatoire qui est propre en fait au bruit CES, et on a rajouté une matrice de corrélation devant que l'on a supposé être de Toeplitz. En ce qui concerne la partie signal, donc on a P endmembers, donc je rappelle que c'est en fait les spectres les plus énergétiques. On a M qui est la matrice de mélange qui va contenir la réponse des endmembers pour les différentes longueurs d'onde que l'on va considérer. Et on a S, la matrice des abondances. En fait, c'est une matrice qui va dire en quelque sorte en quelle proportion et sur quel pixel se trouve tel ou tel endmembers. Donc du coup, la complexité du problème vient du fait que finalement, on ne connaît pas le nombre d'endmembers, donc on n'a pas les dimensions des matrices M ni de la matrice M. On ne connaît pas le bruit, on a juste posé un modèle assez général. Et donc ce qu'on va devoir trouver, c'est combien il y a de endmembers et retrouver les matrices M et S. Alors d'abord, pour estimer donc ce nombre d'endmembers, l'idée finalement c'est de regarder la matrice de covariance de notre image hyperspectrale. Donc cette matrice de covariance, elle peut s'écrire comme ici. Et ce qu'on va regarder, c'est les différentes valeurs propres de cette matrice de covariance.
parce que comme les n-members sont définis comme les spectres les plus énergétiques de notre image, on s'attend à ce que si elles ont un SNR suffisamment grand, les plus grandes valeurs propres de cette matrice de covariance correspondent en fait aux valeurs propres dues à notre partie signal. Et donc en sachant combien de valeurs propres correspondent à notre partie signal, on va pouvoir dire combien est-ce qu'on a d'n-members dans notre image hyperspectrale. Donc évidemment, ça pose plusieurs questions. D'abord, il va falloir estimer la matrice de covariance puisqu'on ne la connaît pas a priori. Donc il faut trouver un estimateur. Et enfin, il va falloir seuiller les valeurs propres, c'est-à-dire pour décider à partir de quand les valeurs propres appartiennent au bruit, à partir de quand elles appartiennent au signal. Donc il va falloir poser un seuil qui soit adapté à notre image hyperspectrale. Alors, ce qui se passe en fait pour des problèmes assez généraux en imagerie hyperspectrale, c'est qu'en général, on ne suppose pas que le bruit est de type CES. Donc, on n'a pas de matrice T de texture. On suppose généralement aussi qu'on a un très grand nombre de pixels et un nombre de bandes hyperspectrales assez réduit par rapport au nombre de pixels. Et enfin, en général aussi, on ne considère pas forcément le bruit comme corrélé. Donc, par exemple, on a les méthodes qui reposent sur le critère d'information théorique, donc AIC et MDL. Ces méthodes en fait vont calculer un critère et vont dire que le nombre d'n-members, ça va être le moment où le critère est minimum. Donc on le voit bien en fait sur cette illustration, c'est-à-dire que ici donc on avait 4 n-members, les deux critères sont minimum pour le k égale à 4. Donc on retrouve bien nos n-members. Par contre, quand on prend n et m plus grands, donc par exemple si on prend n égale 1000 et puis m égale 800, alors là les deux critères ne permettent plus de retrouver le bon nombre d'n-members. On a également des méthodes géométriques. Donc là, les méthodes géométriques, c'est pour trouver en fait quels sont les pixels qui correspondent aux n-members. Donc ça suppose que dans notre image hyperspectrale, on a des pixels qui sont purs. Et donc ce que ça cherche à faire, en fait, ça représente le simplex de notre image hyperspectrale. Et on va chercher quels sont les pixels qui permettent d'avoir un volume de simplex minimum. Donc là, par exemple, ce seraient les pixels qui sont ici à l'intersection des arêtes. Et donc ces pixels-là, en fait, vont correspondre aux n-members. Quand on passe au cas gaussien non corrélé, alors là, on a du mal à voir quels sont les pixels qui vont permettre d'avoir un volume de simplex minimum. Et enfin, on a toute une catégorie de méthodes statistiques. Alors, il y en a qui vont étudier la distribution des valeurs propres de la SCM ou d'autres qui vont utiliser la sparsité. Mais là encore, quand on passe au cas où m et n sont grands, malheureusement, on ne retombe plus sur le bon nombre d'n-members. Donc là, c'est la comparaison de deux différentes méthodes. Donc une proposée par Bucas-Diaz et une proposée par Xiaofu. Donc finalement, sur ce tableau récapitulatif, c'est en fait les grandes thématiques de la thèse. Donc être capable d'avoir quelque chose qui soit robuste au cas non gaussien, aux grandes dimensions également, à la corrélation et qui permettent de résoudre notre problème dans le cas où on n'aurait pas de pixels purs, voire un mélange assez fort sur notre image hyperspectrale. Et là, donc, c'est les méthodes qui sont utilisées d'une façon assez récurrente en imagerie hyperspectrale et on voit que finalement aucune d'elles ne permet de vérifier tous ces critères en même temps. D'où l'idée d'introduire un nouvel outil qui est la théorie des matrices aléatoires, donc, ou notée RMT. Et donc cette thèse cherche en fait avec la théorie des matrices aléatoires à développer des méthodes robustes donc pour des bruits de type CES et en grande dimension. Donc en fait ce qu'il a fallu faire c'est étendre les techniques statistiques classiques d'estimation du nombre d'n-members quand m et n sont grands. Alors là donc, mathématiquement on va dire tendre vers plus infini mais en fait ça veut dire à peu près du même ordre de grandeur avec un rapport constant donc. Et donc estimer d'une façon robuste les matrices C et T de notre bruit. Et enfin estimer donc M, la matrice de mélange, et la matrice des abondances avec des méthodes de démélange statistiques robustes dans le cadre des grandes dimensions et quand on n'a pas de librairie spectrale. Alors qu'est-ce que la théorie des matrices aléatoires ? Donc d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une matrice aléatoire, c'est une matrice dont les éléments sont des variables aléatoires. Et nous, par rapport à notre image hyperspectrale, ce qu'on va dire, c'est que finalement chaque pixel va être la réalisation d'une variable aléatoire. Donc on va se placer dans le cadre des matrices aléatoires en grande dimension, c'est-à-dire qu'en fait, comme je l'ai déjà dit, n et m sont grands avec un rapport constant. Et donc cette théorie va nous donner des théorèmes et des outils qui sont pas mal pour l'analyse des valeurs propres et des vecteurs propres de ces matrices-là.
Et on va notamment avoir des lois qui expriment la distribution des valeurs propres de la matrice de covariance. Parce que je rappelle que nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier les valeurs propres de la matrice de covariance pour en déduire combien il y a de valeurs propres qui correspondent au signal et combien il y en a qui appartiennent au bruit. Et donc finalement, cette théorie des matrices aléatoires donne des outils qui permettent d'analyser les valeurs propres de ce type de matrice. Donc c'est une méthode alternative qui semble a priori assez intéressante pour notre modèle. Elle n'a pas encore été beaucoup développée pour les images hyperspectrales et la robustesse donc pour la théorie des matrices aléatoires a été développée assez récemment, mais pas pour tout type de bruit. Donc on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'introduire une nouvelle théorie pour regarder la distribution des valeurs propres d'une matrice, alors qu'il existe déjà pas mal de théorèmes et enfin on connaît bien les propriétés globalement de ces matrices. Ben, c'est parce qu'en fait, en grande dimension, c'est-à-dire quand M et N sont du même ordre de grandeur, on n'a plus du tout les mêmes propriétés statistiques sur les matrices de covariance. Alors ça peut se voir assez facilement. Donc, par exemple, si on prend une variable aléatoire qui suit une distribution gaussienne centrée de matrice de covariance identité, normalement, on s'attend à ce que si on regarde l'estimation empirique de la matrice de covariance, toutes les valeurs propres soient à peu près égales à 1. Donc, comme le montre ici cet histogramme. Bien, quand on passe au régime des grandes dimensions, on n'a plus du tout cette distribution autour de 1, mais on a une loi qui n'est même plus centrée en fait autour de 1 et qui correspond à la distribution de Marchenko-Pastour. Donc cette distribution-là, on connaît en fait les deux bornes. Mais du coup, si on veut étudier les valeurs propres de la matrice de covariance, il va falloir prendre en compte le fait qu'on n'a pas du tout ce genre de résultats, mais on a des résultats un peu plus complexes de ce type-là. Donc, pour estimer le nombre d'N-members P, en fait, dans cette thèse, j'ai proposé deux différentes méthodes qui prennent en compte la distribution, donc c'est les résultats de la théorie des matrices aléatoires. Et donc, chacune de ces deux méthodes se divise en 3 étapes. Donc une première étape qui est l'estimation de la matrice C, qui est la matrice de corrélation de notre bruit. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit on utilise un M-estimateur adapté aux données, soit on utilise un cas un petit peu plus particulier qui est l'estimateur de Tyler. Donc ça, je vais revenir dessus juste après. Ensuite, on va blanchir nos données avec l'estimation de cette matrice que l'on a trouvée. Et enfin, on va pouvoir analyser et seuiller la distribution des valeurs propres de la matrice de dispersion que l'on a estimée, donc ce qui était le but, je le rappelle. Et donc là, pareil, selon la méthode, soit le seuil va dépendre des données, soit on va retomber sur la loi que je vous ai présentée juste avant, la loi de Marchenko-Pastour. Et donc là, on connaît le seuil, et c'est un seuil qui est indépendant de nos données. Donc finalement, ce qu'on a pu faire, c'est étendre des méthodes classiques de la théorie des matrices aléatoires au cas du bruit donc non gaussien corrélé et dans le cadre des images hyperspectrales. Donc je vais vous parler en fait de l'estimation de la matrice C. Donc ça a pris pas mal de temps. Il a fallu trouver un estimateur et montrer donc que cet estimateur était consistant. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a proposé donc 2 solutions. La première solution, c'est de prendre un M-estimateur donc sous la forme assez générale avec une fonction U ici qui va dépendre des données et donc qui vérifie certaines hypothèses. Et la deuxième solution proposée, c'est de prendre une fonction U donc qui est égale à 1 sur ce qui est à l'intérieur et donc qui est le cas de Tyler. Et une fois qu'on a fait cette estimation-là pour la matrice de C, comme on a supposé qu'elle était de Toeplitz, pour rendre notre estimateur encore plus consistant, il est possible de forcer cet estimateur de notre matrice à être de Toeplitz. Donc pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on va remplacer chaque élément de la diagonale de notre matrice estimée par la somme des éléments de cette même diagonale. On va diviser le tout par 1 sur M. Donc ça nous donne en fait une estimation biaisée de notre matrice, mais qui présente pas mal d'avantages. Donc cet estimateur est consistant. Une fois qu'on a fait ça, on a pu blanchir nos données. Une fois qu'on a blanchi nos données, on a pu estimer notre matrice de dispersion. Et en utilisant donc les outils de la théorie des matrices aléatoires qui nous donnent la distribution des valeurs propres, on a pu dire eh bien telles valeurs propres appartiennent au bruit et telles valeurs propres appartiennent au signal. Et donc on peut compter combien on a de valeurs propres qui appartiennent au signal et en déduire notre nombre d'N-members sur notre image hyperspectrale. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus. Donc en rouge, c'est la seconde méthode, donc dont le seuil ne dépend pas des données, et en violet, c'est notre première méthode. Donc on voit que, alors c'est comparé à la méthode donc, qui repose sur le critère d'information théorique. Donc cette méthode ne s'applique pas, comme je l'ai montré juste avant, donc c'est normal, elle ne donne pas de très bons résultats, tandis que ici, pour des SNR qui sont corrects, on arrive à retrouver notre bon nombre d'N-members. Alors ici, en fait, c'est juste pour tester la robustesse de la méthode. Donc cette fois-ci, on a pris des données,
mais le seuil et la fonction U qui ont été choisis ne correspondent pas aux données qui ont été simulées. Parce que de toute façon, dans un cas pratique, si on choisit une fonction U, on n'a pas accès on ne sait pas quelle est la forme des données, donc forcément il risque d'y avoir un petit décalage à ce niveau-là. Et donc on voit que forcément la méthode dont le seuil dépendait des données donne de moins bons résultats que la seconde méthode proposée. Donc enfin sur des images hyperspectrales réelles, donc ça c'est la vérité terrain. Ça c'est la méthode AIC, ici c'est la méthode Bucas-Dias, ça c'est la méthode 1, donc la méthode 2 donne des résultats un peu meilleurs que la méthode 1 sur l'image Pavia U et Indian Pines. Et donc on voit que finalement la méthode proposée c'est une alternative intéressante parce qu'elle donne des résultats qui sont quand même pas aberrants par rapport aux autres méthodes. Donc tout ça, c'est des résultats assez généraux, mais qui peuvent être appliqués à pas mal d'autres types de problèmes, notamment des problèmes de détection et d'estimation en radar, des problèmes de traitement d'antenne ou de localisation de source. Ça peut être également appliqué en finance pour l'estimation de portfolio, l'estimation d'ordre de modèle en général, et puis tous les traitements d'images qui sont de grande dimension. Enfin, donc, il y a eu le problème donc, de démélange spectral, c'est-à-dire maintenant qu'on connaît la dimension de nos matrices M et S parce qu'on connaît le nombre d'N-members, il faut retrouver quel est leur spectre et en quelle proportion et où ils se situent sur notre image. Donc là, pour le moment, j'ai proposé deux méthodes qui dépendent en fait du cas de notre image hyperspectrale. Donc si jamais on a un grand nombre d'N-members, il est possible d'adapter des résultats classiques en rajoutant des coefficients qui viennent de la théorie des matrices aléatoires. Et on obtient des résultats un peu meilleurs. Mais en général, sur une image hyperspectrale, on n'a pas forcément un grand nombre d'N-members. Et donc, on peut estimer M et S par des méthodes de descente. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté un critère de robustesse. Et on a essayé également une autre méthode qui projette nos données sur notre espace signal que l'on a estimé donc précédemment. Donc là, les résultats, en fait, c'est assez mitigé parce que selon le critère d'évaluation que l'on va regarder, on va avoir des meilleurs résultats avec ces méthodes ou alors les méthodes classiques vont donner de meilleurs résultats. Donc par exemple là, donc, si on regarde comme critère la différence entre notre matrice S et notre matrice S estimée, donc ici en ordonnée, et qu'on regarde pour différents SNR, donc chaque histogramme c'est pour différents SNR, différents types de méthodes. Donc là c'est une méthode robuste proposée, là c'est une autre méthode donc, qui se base sur la projection des données également proposée. Ça c'est une méthode de non-négative matrix factorisation avec un critère de volume. Ça c'est une méthode projected gradient non-négative matrix factorisation. Donc tout ça ce sont des méthodes qui sont souvent utilisées. Donc on remarque que si on regarde ici cette distance-là, finalement la méthode proposée donne de meilleurs résultats pour des SNR plus faibles et puis pour des SNR plus élevés, les résultats sont à peu près équivalents. On n'a pas forcément ces résultats-là, par exemple si on regarde la distance euclidienne entre la matrice M et la matrice M estimée. Voilà, donc finalement on a pu estimer d'une façon robuste la matrice C, on a pu blanchir nos données, on a pu estimer correctement le nombre de sources, et une fois qu'on a eu ce nombre de sources, on a pu estimer les matrices M et S avec des méthodes classiques arrangées en quelque sorte. Et donc j'ai pas tout présenté ici, mais il y a d'autres méthodes possibles donc, de la théorie des matrices aléatoires qui sont aussi aménageables pour les images hyperspectrales. Voilà, et donc le démélange spectral a été amélioré selon le critère regardé. Donc je vous laisse avec mes publications et si vous avez des questions. Ouais.